Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, dans un lycée public du quartier de Hyde Park, la salle 214 était connue pour ses débats passionnés. La classe de philosophie de M. Carter attirait aussi bien les élèves curieux que ceux en quête de confrontation intellectuelle. C'était un lieu où les idées s'entrechoquaient, parfois dans le respect, parfois dans la tension. Ce matin-là, la lumière blafarde du printemps entrait par les fenêtres grandes ouvertes, mêlant le bruit distant des sirènes et des conversations animées dans les couloirs à l'ambiance studieuse de la classe. M. Carter, un homme d'une 50aine d'années, à la barbe poivre et sel, portait un regard sérieux mais un brin condescendant. Sa réputation d'athée convaincu et de défenseur farouche de la méthode scientifique le précédait. Il tenait à ce que ses élèves comprennent que la raison et la science devaient toujours primer sur la croyance. Il s'avança lentement devant le tableau noir, sur lequel il avait inscrit « La foi face à la raison ». Son ton était posé, presque professoral. « Mes chers élèves », commença-t-il, ses mains croisées derrière le dos, « toute croyance doit être fondée sur des preuves solides. Sans preuves scientifiques, il n'y a aucune raison rationnelle de croire en Dieu, ou en quoi que ce soit d'autre. » Il balaya la salle du regard, cercante le approbation. Plusieurs élèves, notamment ceux habitués au débat, hochèrent la tête en signe d'accord. Leur visage exprimait une confiance tranquille, parfois teintée d'un petit sourire satisfait. Mais Malik, assis au deuxième rang, près de la fenêtre, fronça les sourcils. Il avait 12 ans, une taille moyenne pour son âge, des yeux noirs pétillants d'intelligence et une peau d'ébène qui contrastait avec ses vêtements soigneusement choisis par sa mère. Ses parents lui avaient transmis une foi profonde en Dieu, Allah, mais aussi l'amour de la réflexion et de la discussion. Chez lui, la foi n'était jamais un tabou, mais une invitation à comprendre, à questionner. Alors que M. Carter déroulait son argumentation, expliquant que la science était la seule vérité incontestable et que toute croyance non prouvée n'était qu'un mythe parmi d'autres, Malik sentit son cœur battre un peu plus fort. Il avait quelque chose à dire, mais il voulait choisir ses mots avec soin. Après un instant d'hésitation, il leva la main, timide mais déterminé. « Monsieur, puis-je dire quelque chose ?» M. Carter tourna la tête vers lui, légèrement surpris. Il fit signe que oui, presque comme pour tester la maturité du garçon. Malik se redressa dans sa chaise, prit une inspiration, et déclara avec calme. « Vous dites que sans preuve scientifique, il ne faut pas croire. Mais alors, comment pouvez-vous être sûr que ce lait que nous buvons vient de la vache ?» Un murmure parcourut la classe. Certains élèves se penchèrent, intrigués, d'autres échangèrent des regards amusés. M. Carter esquissa un sourire en coin, visiblement amusé par cette question inattendue. « Eh bien, Malik, c'est évident. On le sait parce que la science nous l'a montré, » répondit-il avec assurance. La biologie, la chimie, l'agriculture, tout cela prouve que le lait vient de la vache. Malik sourit. Ce n'était pas un sourire moqueur ni un sourire de défi, mais un sourire sincère, presque lumineux, comme celui d'un enfant qui comprend quelque chose que les adultes ont oublié. Ses yeux brillaient d'une sorte de paix tranquille, inhabituelle chez un élève de son âge. « Mais moi, monsieur, je n'ai jamais vu une vache fabriquer du lait dans un laboratoire, » dit-il en haussant légèrement les épaules. Sa voix était douce, mais chaque mot semblait peser. « Je ne peux pas non plus observer la vache chaque jour, là-bas, à la ferme. Pourtant, chaque matin, je bois ce lait. Je fais confiance à ce que mes parents me disent, à ce que je vois autour de moi. Je fais confiance à ce qu'on m'a appris. C'est comme ça que je sais que ce lait vient d'une vache. » Un léger murmure traversa la classe. Certains élèves souriaient, d'autres semblaient confus, comme si Malik avait fait une remarque trop simple pour un débat aussi sérieux. Mais d'autres, les plus attentifs, se redressaient lentement sur leurs chaises, intrigués par la direction que prenait ce raisonnement. M. Carter resta un instant silencieux. Il croisa les bras, réfléchissant. Il n'était pas du genre à se sentir menacé par une question d'élève. Mais il y avait, dans les paroles de Malik, quelque chose d'inattendu, une logique qui échappait à la froideur des syllogismes académiques. Il répondit avec son calme habituel. « Mais ce n'est pas une preuve scientifique, Malik. C'est juste une croyance. Une confiance. » Malik ne se troubla pas. Il regarda son professeur avec ce regard tranquille qui semblait traverser les mots pour aller chercher leur essence. « Alors, comment savez-vous que vous respirez, monsieur ?»
Un frisson subtil traversa la classe. Monsieur Carter haussa un sourcil, légèrement pris de court. Je veux dire. Personne ne peut prouver à 100% que l'air que vous respirez est là, à chaque seconde. Vous ne le voyez pas, vous ne le tenez pas dans la main. Et pourtant, vous ne doutez pas de cela. Vous inspirez, et vous savez que l'air est là. C'est évident, pas parce que vous l'avez prouvé avec des machines à chaque respiration, mais parce que vous le vivez. Le silence s'épaissit dans la salle. Même les élèves d'ordinaire les plus bruyants restaient figés, comme si un changement subtil venait de se produire. Malik posa ses mains sur son bureau, et poursuivit, cette fois plus lentement, avec une maturité étonnante pour un enfant de 12 ans. Parfois, on sait des choses parce qu'elles sont vraies, pas seulement parce qu'on peut les prouver. Le professeur resta là, debout devant son bureau, les bras toujours croisés, mais le regard plus doux. Ce n'était plus celui du professeur qui enseigne, mais celui de l'homme qui écoute vraiment. Il observait Malik avec une attention presque respectueuse, comme on regarde un philosophe en herbe dont les mots dépassent l'âge. « Tu as raison, Malik, » répondit-il enfin, sa voix plus grave, plus posée. « Il y a des choses que nous savons sans pouvoir les prouver pleinement. Des choses que nous ressentons, que nous expérimentons, qui nous sont évidentes. » Il marqua une pause, puis ajouta, comme s'il se rappelait à lui-même son propre rôle. « Mais la science, c'est un outil puissant. Un outil que nous avons pour comprendre le monde de façon rigoureuse. Elle nous protège contre les illusions. » Malik hocha la tête, sincèrement. « Je suis d'accord, monsieur. La science est précieuse. Elle nous explique beaucoup de choses. Comment la pluie tombe, comment le corps fonctionne, comment les étoiles naissent. Mais je pense que la foi est aussi un outil. Elle nous aide à comprendre ce que la science ne peut pas mesurer. » Il prit une brève inspiration, regarda un instant autour de lui, certains visages étaient suspendus à ses lèvres, puis conclut. « La science nous explique le comment. La foi nous aide à comprendre le pourquoi. » Cette phrase flotta un instant dans l'air comme une évidence simple, limpide, difficile à contredire. M. Carter resta immobile. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il esquissa un sourire sincère, pas un sourire de professeur amusé, mais celui d'un homme touché. « Tu as une belle façon de penser, Malik. Garde cette sagesse. Elle te mènera loin. » Dans le fond de la classe, un élève frappa doucement des mains. Un autre le suivit. Bientôt, quelques applaudissements discrets résonnèrent, non pas pour moquer ou pour exagérer, mais comme une reconnaissance timide, respectueuse, d'un moment rare de vérité partagée. Et ce jour-là, dans la classe de philosophie de M. Carter, ce ne fut pas la science qui triompha, ni la foi, mais quelque chose entre les deux, la conscience qu'il existe des ponts entre raison et croyance, que l'un ne nie pas forcément l'autre, surtout quand il se rencontre dans le cœur d'un enfant qui pense avec honnêteté. Dans les jours qui suivent, l'atmosphère dans le lycée change subtilement. Ce n'est pas un bouleversement soudain, mais une brise nouvelle qui traverse les couloirs, légère mais persistante. Plusieurs élèves, autrefois discrets ou même désintéressés des cours de philosophie, commencent à s'approcher de Malik pendant les pauses ou après les cours. Certains viennent simplement lui serrer la main. D'autres s'assoient à côté de lui à la cafétéria, plus curieux que jamais. « Malik, t'as vraiment parlé comme un adulte, l'autre jour, » dit Brian, un garçon qui porte souvent un casque audio autour du cou et qui ne participe jamais en classe. « T'as mis des mots sur un truc que je ressentais, mais que je savais pas comment dire. » D'autres élèves, comme Sophie, une fille brillante mais renfermée, confient à voix basse. « J'ai toujours eu la foi, mais je croyais que ça devait rester caché, comme si c'était une faiblesse. T'as montré que c'était possible d'en parler sans avoir honte. » Malik écoute, toujours avec ce calme qui le caractérise, ce mélange d'humilité et de lucidité rare pour son âge. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne prêche pas. Il écoute, et il partage ce qu'il sait, ce qu'il croit, sans jamais imposer. De son côté, M. Carter change lui aussi. Le professeur, jusque-là sûr de sa méthode, se met à réexaminer ses approches pédagogiques. Le soir, chez lui, il relit ses anciens cours, avec une attention nouvelle. Il repense souvent à la phrase de Malik. La science nous explique le comment, la foi nous aide à comprendre le pourquoi. Il réalise qu'il a peut-être, sans le vouloir, fermé certaines portes au lieu de les ouvrir. Il n'a jamais voulu humilier ou imposer une vision athée, mais dans son zèle scientifique, il avait oublié que les élèves ne sont pas seulement des cerveaux à remplir, mais des cœurs en quête de sens. Alors il change.
Lors du prochain cours, il ajoute une nouvelle consigne à l'un de ses devoirs de réflexion. En quoi la science peut-elle coexister avec une forme de spiritualité ou de foi personnelle? Il n'attendait pas de réponse précise. Il veut que ses élèves pensent librement. Et en cela, il s'inspire de Malik. Quelques semaines plus tard, le lycée organise un événement très attendu. Le débat des idées, une rencontre annuelle où des élèves volontaires présentent leurs réflexions devant un public composé de parents, d'enseignants et d'autres élèves. Cette année, à la demande de plusieurs camarades et avec l'accord enthousiaste de la direction, Malik est invité à intervenir. Il porte une chemise blanche simple, un pantalon sombre, et garde son calme habituel malgré la foule impressionnante. Sa mère est présente dans le fond, un sourire discret sur les lèvres, les yeux brillants de fierté. Monsieur Carter est là aussi, assis au premier rang, les bras croisés, mais le regard profondément attentif. Quand vient son tour, Malik monte sur l'estrade. Il regarde l'audience avec respect, puis prend la parole avec douceur mais assurance. Je ne suis pas ici pour vous convaincre, ni pour vous dire quoi penser. Je suis ici pour partager. La foi et la science, à mes yeux, sont comme deux mains qui se tiennent. L'une explore le monde visible, l'autre cherche à comprendre ce qu'il y a derrière ce monde. Elles ne sont pas ennemies. Elles sont comme deux langues différentes qui racontent parfois la même histoire. Quand on regarde le ciel étoilé, la science nous parle d'atomes, de distance, de lois physiques. La foi, elle, nous parle de beauté, de mystère, de gratitude. Et parfois, il suffit d'écouter la simplicité d'un enfant pour entendre une grande vérité. Un silence profond suit ces mots. Pas un silence gêné, un silence dense, plein, respectueux. Puis les applaudissements commencent, d'abord timides, puis croissants. Monsieur Carter, debout parmi les premiers, applaudit chaleureusement, presque ému. Après le débat, plusieurs enseignants viennent le féliciter. Une professeure de littérature dit « Tu viens de faire ce que bien des adultes n'osent pas faire, parler de la foi avec humilité et intelligence. » Monsieur Carter s'approche de lui en dernier. Il ne dit pas grand-chose. Il lui tend simplement la main. « Merci, Malik. Tu m'as appris quelque chose que je n'avais pas compris depuis longtemps. » Et dans ce geste, il n'y a plus le professeur et l'élève. Il y a deux êtres humains qui se reconnaissent dans leur quête commune, celle de la vérité, qu'elle soit scientifique, spirituelle ou simplement humaine.